justement notre sujet, comme on a parlé un peu tantôt, mais est-ce qu'il y a beaucoup de liens, de cas avec la pornographie? Oui, je te dirais, des fois, il y a des vrais cas, puis des fois, il y a des faux cas. La différence. Dans le sens où il y a des gens, des fois, qui vont se présenter pensant qu'ils sont dépendants, quand ils ne le sont pas vraiment. C'est plus comme un jugement moral, social, qu'ils ont comme acquis, puis ils se sentent mal de regarder de la pornographie parce qu'on stigmatise beaucoup la pornographie, même si, genre, bien des gens en regardent. On va souvent faire la différence entre, par exemple, ben, si je regarde la pornographie, c'est pas bon, mais si je fantasme, ça, c'est pas problématique. Quand en réalité, il n'y a pas vraiment tant de différence. Il y en a juste un qui utilise ton imaginaire, l'autre, c'est l'imaginaire de quelqu'un d'autre qui a été filmé, qui vient répondre à tes critères toi-même. Ça peut quand même créer certaines difficultés au niveau de ta propre créativité. Ça, c'est une autre chose. Puis des fois, tu vas avoir en fait le partenaire, plus souvent des femmes que des hommes. Souvent, par exemple, dans des couples gays, c'est aucunement problématique de regarder de la pornographie. C'est rare qu'un homme va dire à sa partenaire « Arrête de regarder de la pornographie, tu le regardes trop ». Moi, en tout cas, j'ai rarement, si jamais, entendu ça. Mais c'est souvent une partenaire féminine dans un couple hétérosexuel qui va dire que le partenaire consulte trop de pornographie ou est addict à ça, en fait. C'est plus souvent les hommes. Oui, mais c'est plus souvent les hommes qui vont en regarder. Il y a beaucoup de femmes qui le regardent, mais c'est rare qu'on stigmatise une femme à regarder de la pornographie, ou du moins on la stigmatise pas de la même façon. C'est rare qu'on dise à une femme tu regardes trop de pornographie, on va souvent dire ah tu regardes de la pornographie, c'est bizarre. Plus. Les hommes c'est comme un acquis, puis là souvent c'est comme ben soit t'en regardes trop ou t'en regardes. Fait que souvent en fait ça va plus parler des fois de la jalousie en fait de la partenaire, puis de sa possessivité, puis vouloir être la seule et unique à vouloir être désirée, puis ça parle rien en fait de la compulsion ou de la dépendance du partenaire. Des fois, il faut remettre les choses en perspective. C'est ça, je veux dire, des fois que les gens peuvent avoir des fausses dépendances quand il n'y en a pas réellement une, puis que ça parle peut-être plus d'un autre problème que d'autres choses. C'est ça. Donc la pornographie n'amène aucun effet négatif, mais pas nécessairement. Ben, c'est ça, mais en fait, justement, c'est ça que j'allais enchaîner avec. C'est quoi, quel effet positif que ça pourrait avoir, mettons, que ce soit sur un couple ou sur un individu, et quel effet plus négatif, selon toi? Au niveau de la relation, que ce soit, ça peut être sur un couple ou l'individu. C'est quoi qu'on voit le plus souvent? Ben, l'avantage de la pornographie, c'est que c'est juste le fun. Ça procure du plaisir, ça procure une excitation. C'est à quoi ça sert, principalement. C'est pour ça que c'est créé, c'est pour ça que la majorité des gens l'utilisent. Là où ça peut peut-être être bénéfique pour un couple ou même pour un individu, c'est que ça peut élargir en fait le spectre des choses que tu pourrais potentiellement désirer ou qui peuvent t'exciter. Fait que tu pourrais c'est une forme d'éducation sexuelle qui peut être négative comme positive, où ce que tu peux tomber sur certains films ou certains comportements sexuels ou certains scénarios sexuels que tu n'aurais jamais toi-même réfléchi ou pensé, mais que tu réalises que finalement c'est super excitant. Que tu préfères comment, mais j'aimerais ça intégrer ça dans mes fantasmes ou j'aimerais ça intégrer ça dans mon couple. Fait que ça permet, en fait, c'est comme un partage un peu de créativité sexuelle de façon mondiale. C'est surtout sur la communication dans le couple. Oui, c'est ça, exactement. Donc, puis même, tu sais, t'as pas nécessairement besoin de dire à ton partenaire « Ah, j'ai vu ça dans la pornographie, puis j'aimerais ça de l'intégrer. » Des fois, c'est comme « Bah, ben, moi, j'aimerais ça intégrer ça, je trouve ça excitant. » Fait que, ouais, ça m'en dit là-dessus. C'est une façon positive qu'on peut voir la pornographie. Là où c'est plus problématique, ben, si on enlève tout l'aspect l'exploitation sexuelle des mineurs et de gens qui sont vulnérables, là, on peut sortir ça de l'équation. C'est vraiment tout un autre débat. Le négatif que ça peut avoir, c'est que ça peut venir remplacer en fait la sexualité avec sa partenaire. Parce que la pornographie devient beaucoup plus intéressante que la relation sexuelle. Un, parce que la pornographie va, même au niveau des angles des caméras, vont être différentes de ce que toi tu vas voir quand tu fais l'amour. Quand tu es dans une position de pénétrer l'autre, par exemple, ou d'être pénétré, ben, tu es comme stické à être proche de l'autre. Okay? Tandis que la pornographie, ben, tu vas avoir un regard global de la situation, fait que ça te permet de voir autre chose. Fait que souvent les gens sont comme, ils veulent être dans la position du caméraman, pas dans la position d'où c'est qu'ils sont. Là aussi, où ça va changer, c'est que la masturbation et une relation sexuelle, ça répond pas au même désir, aux mêmes besoins. La masturbation, c'est égoïste. Je parle pas nécessairement de façon péjorative, c'est j'ai juste à penser à moi, c'est seulement mon plaisir, c'est pour moi. Fait que, j'ai aucune préoccupation, j'ai pas d'anxiété de performance, j'ai pas une anxiété de présence d'être avec l'autre, j'ai pas à pousser mes limites d'intimité, j'ai juste à me toucher puis m'amuser moi-même.
Quand tu rentres dans une relation sexuelle, ben, il y a plein d'enjeux qui rentrent à ce niveau-là. Fait que là, les gens, ben, ils peuvent se sentir insécures, ils peuvent se sentir mal à l'aise. Oui, ils peuvent avoir du plaisir physique, mais des fois, psychologiquement, les gens sont pas si bien que ça en général. Ils sont beaucoup plus stressés et anxieux qu'ils se l'imaginent. Fait que des fois, c'est plus facile de retourner vers la porno. Puis comme la porno t'offre une panoplie en fait d'options, ben, tu peux avoir 2-3 vidéos en même temps, tu choisis la section du vidéo que tu préfères. Fait que c'est là que ça peut devenir quasiment un peu obsessif ou très irréaliste. Parce que si tu as 3 vidéos en même temps, ben, quand tu es en train d'avoir une relation sexuelle, tu n'as pas 3 relations sexuelles en même temps. Tu peux pas skipper par-dessus une certaine partie que tu trouves moins intéressante dans une relation sexuelle si tu veux que ça soit comme mutuel puis le fun. Il y en a qui sautent directement à la nudité ou à la fellation ou à éjaculer dans le visage de la fille ou une certaine position, puis c'est ça qui les font venir. Tandis que la relation sexuelle, il faut que tu aies tout ce qu'il y a dedans, il faut que tu considères que l'autre ne va pas vouloir commencer une pénétration tout de suite, parce que soit elle est passée lubrifiée, soit l'érection n'est pas encore là. Fait que ça amène une certaine différence. Puis il y a des gens à un moment donné qui font juste préférer tout simplement la pornographie à quelque chose de plus réel, moins hollywoodien puis moins sélectif. Est-ce que des fois vous des fois vous le conseillez comme solution, la pornographie, un problème quelconque dans une relation par exemple? Je ne vais pas nécessairement conseiller de regarder de la pornographie, à part peut-être pour quelqu'un qui a très peu développé son propre imaginaire sexuel. Souvent, on va plus recommander en fait comme des livres parce qu'on se sent plus à l'aise à recommander des histoires érotiques. Entre la pornographie visuelle et littéraire, est-ce qu'il doit y avoir des différences entre les deux? Ben, là où ce qui est la différence, c'est que le livre, ça va pas stimuler ta créativité sexuelle, mais ça va stimuler ton imaginaire sexuel. Parce qu'il faut que toi-même que tu imagines. Ça va aller chercher une autre partie de ton cerveau que le visuel d'un film va avoir. Fait que c'est là qu'il va y avoir la différence. Puis de façon générale, les sexologues sont beaucoup plus à l'aise à proposer des livres érotiques parce que ça n'inclut pas en fait la pornographie puis toute l'exploitation qu'il peut avoir en arrière, fait qu'il peut avoir aussi une décision éthique en arrière de ça, malgré qu'il y a de la pornographie de plus en plus qui est éthique aussi, là, que c'est des gens qui veulent être là puis qui sont pas vulnérables puis qui sont pas juste là pour par exemple avoir de l'argent rapidement pour comme une drogue ou quelque chose de genre parce qu'ils sont... C'est ça, exactement. Il y a des gens qui aiment très bien leur job. Fait que, moi, c'est quelque chose que je peux recommander pour quelqu'un, par exemple, qui serait mal à l'aise avec juste la sexualité, de voir, mais si tu regardes la pornographie, qu'est-ce que tu vas ressentir? Fait que souvent, les gens peut-être qui sont célibataires ou des choses comme ça, qui n'ont pas facilement accès à une sexualité, je peux peut-être explorer de cette façon-là, mais je ne vais jamais comme... C'est pas un remède ou un traitement à regarder de la pornographie. Là, mais c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vouloir stimuler son imaginaire, je peux le faire comme ça. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi la plupart des femmes vont regarder, vont consommer de la pornographie plus littéraire que visuelle, puis l'inverse pour les hommes? Parce que c'est ça, dans nos recherches, on avait vu justement statistiquement, ça ressemblait à ça. Mais on encourage beaucoup les femmes à ne pas regarder de la pornographie, fait que déjà là, puis même dans ma profession entre collègues, c'est ce qu'on a tendance. Je pense qu'on a on a comme associé que les femmes ne regardent pas de la pornographie. C'est un peu tabou, ça. Oui, les livres souvent érotiques vont avoir plus d'histoire. On a souvent tendance à catégoriser les femmes comme étant plus contextuelles dans leur sexualité, genre une histoire, romance, émotionnelle. Exactement. Puis les hommes plus visuels. Dans leur désir aussi. Oui, mais si tu regardes en réalité, c'est pas vraiment le cas. Comme les hommes sont pas plus ou moins visuels que les femmes. On a juste dit aux femmes de ne pas être visuelles. Okay? Une femme qui est dans sa période d'ovulation, la première chose qu'elle regarde, c'est le paquet, en fait. C'est le pénis. Okay? Tout nu, pas tout nu, c'est la première chose qu'une femme en train d'ovuler va regarder. Les hommes vont regarder le visage. Oh ouais. C'est pas les fesses, c'est pas les seins qu'on regarde, c'est le visage. Les femmes vont regarder le pénis. Dans quelle période, ça? Pardon, l'ovulation. C'est-à-dire... Pendant qu'elle ovule, là, pendant qu'elle est en train genre de... le 14e jour. Ouais, c'est ça, à l'entour du 14e jour. Mettons que j'ai une relation sexuelle à ce moment-là. Tu pourrais tomber enceinte, ou ta blonde pourrait, ou ta partenaire pourrait tomber enceinte. C'est ça. C'est la période de fertilité, en fait. C'est ça. Puis là, c'est souvent là que les femmes vont avoir comme leur période hormonale de désir. Puis après ça, tu peux plus, en fait, tu deviens infertile pendant une certaine période là, après ça. Mais les femmes, en fait, regardent aussi physiquement. Mais on a tellement inculqué socialement que, les femmes sont physiquement plus belles. Mais de plus en plus, tu sais, les hommes sont de plus en plus objectifiés. Les femmes regardent aussi les hommes de plus en plus. Ils ont le droit de nommer qui aiment le corps aussi féminin. Il y a des femmes qui regardent la pornographie puis ils regardent juste l'aspect physique de la chose.
mais c'était pas quelque chose qu'on valorisait en fait. Fait que là, on est dans un changement où on change le discours, on permet aux femmes en fait d'être davantage visuelles, on permet aux hommes d'être davantage relationnels, puis on commence à avoir un changement de tendance. On commence à voir le changement, mais il y a quand même une différence. Mais il y a une tendance parce qu'on se fait dire ça constamment. Oui, exact. Mais parce que il me semble que dans ce que je lisais, les formations que j'ai trouvées, il y avait quand même une grande partie qui disait que la femme est encore vraiment objectifiée dans la pornographie, peut-être plus que l'homme, là, quand même. Mais souvent, en fait, les femmes vont regarder, par exemple, de la pornographie lesbienne. Okay. J'ai aussi entendu par plusieurs couples lesbiennes qui regardent la pornographie gay d'hommes. Les femmes lesbiennes vont pas regarder de la pornographie lesbienne, vont regarder de la pornographie d'hommes gays. Ah bon? Oui. Je pourrais honnêtement pas te l'expliquer. Ok. On n'a pas, du moins, je connais pas de recherche qui a été faite là-dessus là, pour vraiment questionner pourquoi. Mais en fait, je pense que pas des arguments, là, mais une des choses qu'ils ont tendance à dire, c'est qu'ils se reconnaissent pas en fait dans la pornographie lesbienne. Parce que la pornographie lesbienne, elle est pour les hommes hétérosexuels. Ouais, ok, Souvent, ils se reconnaissent pas là-dedans. Pourquoi ils se reconnaissent dans de la pornographie gay, cherche-moi. On me l'a jamais vraiment expliqué. J'ai jamais plus questionné la chose, là, puis il n'y a aucune étude que je connais qui a été faite là-dessus. Mais ça démontre à quel point comme, ce que les gens désirent, c'est pas tant ce qu'on a tendance à dire en société. C'est ça. Puis on pourrait dire les plus grands consommateurs de pornographie, c'est majoritairement les hommes. Oui, mais je te dirais qu'il y a une montée quand même assez importante chez les femmes à ce niveau-là. Parce que ça peut être un peu... mon Dieu, j'ai oublié le mot, là, mais tu sais, pas vrai, mais tu sais, c'est pas toutes les femmes qui vont assumer qu'ils regardent la pornographie. Fait que tu sais... Ou même se masturber. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas... peut-être qu'il y en a autant, puis qu'on le sait juste pas. Mais il y a quand même des études qui sont faites de façon comme ça, anonyme, où les gens sont plus aptes à le dire. Puis il y a quand même, statistiquement, quand même une différence entre les femmes qui consultent et les femmes qui regardent pas de la pornographie. Mais c'est vraiment, ça monte de plus en plus. Puis les femmes aussi, tu sais, des hommes entre gars, ça va facilement, puis même avec leurs partenaires filles ou avec leurs amis filles, vont ouvertement dire qu'ils regardent de la pornographie puis qu'ils se masturbent. Pas le genre de conversation que tu vas avoir entre filles, parfois, puis encore moins devant d'autres gars. Tu sais, des gars de 13 ans qui disent qu'ils se masturbent sur la pornographie, souvent on va regarder de la pornographie ensemble à l'adolescence. Une fille qui dit ça à 13 ans, la majorité des filles vont faire comme « Ah, hier, tu te touches, tu regardes la porno. » C'est plus ça la réaction. Beaucoup moins maintenant, mais c'est quand même un discours qu'on va voir de plus en plus. C'est sûr que c'est une influence de la société, veut pas, ces valeurs-là, justement. Oui, ben on réprime beaucoup la sexualité des femmes. Une sexualité qui apparemment, les femmes ont moins que les hommes, mais on sent pas quand même le besoin de réprimer une sexualité qui est supposément pas tant là. C'est un peu paradoxal, là, que toutes les sociétés, historiquement et encore aujourd'hui, on réprime une sexualité qui est supposée être moindre que celle des hommes. Il y en a beaucoup, en fait, qui hypothèsent que la sexualité des femmes, elle est beaucoup plus importante que celle des hommes, en fait. Et on fait juste beaucoup la réprimer parce qu'elle est intimidante pour les hommes. Ouais. C'est intéressant. C'est pas la tournure que j'avais. Ouais. Tu passerais-tu la bouteille d'eau? Ouais, je suis proposé. Merci. Là, dans le fond, notre projet, c'est les effets. On a chacun un sous-thème. Okay. Par exemple, ça va être les attentes. Okay. Fait que j'irai peut-être dans des questions. On a chacun préparé des questions selon le sous-thème. Ben, tu peux même les dire toutes, puis... Ben, on peut moi, je peux y aller. Bon, je vais entrer le bal. Okay. Moi, c'est les attentes. Moi, je les ai ici. C'est ça, écoute, clairement, est-ce que tu penses que la pornographie, ça peut modifier les attentes, je parle physique, la performance, le couple? Oui, tout à fait. Comme j'ai dit tantôt, c'est une forme d'éducation sexuelle que les gens vont avoir. Souvent, par exemple, là c'est moins le cas. Aujourd'hui, dans la pornographie, par exemple, il y a quelques années, tous les actrices étaient complètement rasées. Pas de poils du tout bien. Puis ils se blanchissaient aussi l'anus. Donc l'anus était parfaitement blanc, pas de rougeur, pas de petites zones brunes, tout était rasé à la perfection. Ce qui est très rare, en fait, des femmes du quotidien qui vont tout faire ça, surtout le blanchissement de l'anus, c'est plutôt rare. J'ai jamais entendu ça, oui. Vous saviez pas ça? Non. J'ai aucune idée comment ils le font, mais vraiment que c'est une chose que tu peux faire. Fait que ça crée nécessairement des attentes au niveau du corps. Au niveau, par exemple, de la grosseur du pénis, ben, on n'engage pas des acteurs avec des pénis ordinaires, on engage toujours des acteurs avec des plus gros pénis que la norme. Fait que c'est toujours au-dessus de 7 à 8 pouces. Puis quand on pense même à des acteurs pornographiques
afro-américains ou africains, on engage toujours plus gros en plus. Fait qu'on va pas trouver en fait un acteur pornographique qui a un pénis de la même grosseur qu'un acteur blanc. À moins que ce soit vraiment voulu. Ouais, à moins que ça soit voulu, mais ça l'est pas voulu. C'est ça. Parce qu'on veut maintenir le fantasme que les hommes noirs ont des plus gros pénis. Ouais. Fait que les hommes blancs, on va toujours aller chercher quelque chose entre genre comme 8 puis 10, puis les hommes noirs, on va aller chercher entre genre 12 puis 13. Puis en plus, ils ont tendance à utiliser des pompes avant de filmer pour davantage grandir le pénis. Fait que ça joue en fait sur les attentes qu'on peut avoir. La grosseur des seins, par exemple, aussi. Comment qu'une fille devrait crier ou gémir, par exemple, parce qu'elle va, comme ils ont déjà fait une étude où ils ont calculé en fait comme des décibels, puis ça avait juste l'air que la fille, pendant le film, était en train de jouir tout le long, en fait. Donc d'avoir un orgasme tout le long, il n'y avait aucune différence de quand qu'elle venait et quand qu'elle venait pas. Fait que des fois, tu te retrouves avec une partenaire dans la réalité qui crie pas comme une actrice porno, puis là, tu te demandes si tu lui donnes du plaisir ou si elle est normale ou pourquoi elle vient pas tout le long de la relation sexuelle. Fait que ça crée ce genre d'attente-là. Les anxiétés sur ta performance. Oui, exactement. Durer très longtemps. Un film porno, ça va être filmé sur 3 jours. Ça donne l'impression que le 45 minutes, c'est une relation sexuelle, quand c'est peut-être environ 10 relations sexuelles qu'ils ont eues. Souvent, en fait, ils vont couper en fait une scène, ils vont changer la position, puis en fait, si tu portes attention, tu réalises que le gars en fait est venu, mais il te le démontre pas que le gars a déjà éjaculé, puis il prend sa 6e éjaculation si tu penses à tout ce qui s'est passé pendant le film. Moi, j'avais lu dans le fond que surtout chez les hommes gays qui consommaient de la pornographie gay, il y avait vraiment une très grosse attente, une très grosse... quand ils consommaient de la pornographie, après ça, il y avait beaucoup de conséquences sur leur image personnelle et tout, puis je voulais savoir un peu comment... Mais il y a beaucoup le culte du corps dans la pornographie gay, puis il y a beaucoup une culte du gros pénis. Comme moi, c'est pas rare que je me retrouve avec des hommes ici qui ont des pénis de taille très normale, mais qui se font régulièrement dire « Moi, des petits pénis, ça m'intéresse pas, va-t'en. » Ah, ok. Ouais. Ils ont vraiment ce culte-là de genre plus c'est gros, mieux que c'est. Fait qu'il y en a beaucoup, puis il y en a qui ont comme des plus petits pénis que la norme, fait qu'ils sont encore plus désavantagés. Mais tu sais, toute la. Tu sais, avoir des abdos, être en forme, être en shape, aller au gym, ça fait vraiment partie de la culture. Sinon, en fait, c'est que tu rentres dans l'autre catégorie qui est les bears. Donc les ours, là. Je sais pas si c'est vraiment ça le terme en français, là, mais c'est vraiment les gros bonhommes là, avec des voiles de laine qui sont vraiment poilus. Là. Il y a comme une culture de bear, en fait, que tu peux retrouver. Fait que oui, ça peut beaucoup en fait augmenter là, les attentes que les gens vont avoir. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait en avoir plus dans la pornographie gay consommée par des hommes gays que dans la pornographie hétérosexuelle consommée par des gens hétérosexuels? Les attentes? Dans le fond, les attentes puis l'image de soi et tout, après ça... J'entends davantage des hommes gays qui sont plus préoccupés par rapport à leur image, parce que ça fait beaucoup partie de la culture gay, de l'apparence. Ça fait de plus en plus partie de la culture hétérosexuelle aussi, mais c'est pas tant... c'est pas ce qui ressort le plus important. Okay. Souvent, ça va être beaucoup plus la compétence chez l'homme hétérosexuel que son apparence qui va ressortir. Qui va être déstabilisé. Qui va être déstabilisé, oui. La performance, elle est beaucoup plus par rapport à la compétence, la technique sexuelle, comment longtemps tu peux durer, comment dur ton érection peut être. Ce que les gens homosexuels vont aussi avoir, mais eux, on rajoute souvent le culte du corps aussi, de l'apparence, que tu vas moins retrouver chez les hommes. Mais que tu vas retrouver, par exemple, chez les femmes. Le culte du corps, c'est beaucoup plus chez les femmes. Mais là, de plus en plus, on fait la même chose au niveau des médias pour les hommes. Fait que ça commence à avoir une tangente, autant pour les hommes que pour les femmes. Là. Au niveau du couple, est-ce qu'on pourrait dire que les attentes de son partenaire pourraient changer? Dans le sens où, si je consomme un petit peu ou je consomme beaucoup, est-ce que ça va modifier mes attentes de mon partenaire? Au niveau de comme l'apparence ou juste de façon générale? Général, mais l'apparence aussi, non? Oui, tout à fait. Plus tu en regardes, plus tu as tendance à vouloir ça aussi. Là. Fait que, si... les actrices porno aussi, ils restent toujours à la même âge. C'est toujours entre genre 18 puis 25 ans. Ta partenaire, elle vieillit. La vieillesse commence à se faire ressentir. Il y a du poids qui peut commencer à la prise de poids, la grossesse, les changements corporels, des choses comme ça, que tu vas pas voir dans la pornographie. Fait que tu peux rester un peu dans un carcan de « moi, j'érotise seulement les filles entre 18 et 25, mais j'en ai 45. »
Mais moi, ma partenaire, elle a 45. Elle n'a pas son corps qu'elle avait il y a 20 ans. Il faut effectivement apprendre à évoluer dans le désir qu'on va avoir, mais si tu es toujours en train de regarder de la pornographie qui reste toujours relativement figée dans le temps, ben, ça peut être plus difficile d'évoluer. Puis mettons, au niveau des clients, ben, les clients vont se sauver en lien avec ces problèmes-là. C'est quoi environ la tranche d'âge plus? Qui ont des problèmes au niveau de la consommation de pornographie. Je te dirais entre 25 et 30, alentour. Ouais. C'est principalement en fait la clientèle que j'ai. Là, ça commence à être de plus en plus vers la quarantaine. Puis je te dirais que ça, c'est grandement influencé par mon âge à moi. Plus tu es jeune, plus tu as une clientèle jeune, plus tu vieillis, plus tu es une clientèle jeune. J'imagine que la pornographie, en ligne, les gens qui sont plus vieux, peut-être, ils n'ont pas grandi avec ça, fait qu'ils sont moins... Il y a ça aussi, mais je te dirais à partir de 50 en descendant, là, ça l'utilise quand même de la pornographie de façon assez régulière. J'ai des clients, ils ont 60-65 qui regardent la porno. C'est ça. Parce que eux, en fait, c'est qu'ils n'ont pas, pas eu la porno Internet, ils ont eu la porno par magazine. Ils ont évolué avec le temps. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont continué. Là. Ceux qui regardaient de la pornographie magazine ont fini par se diriger vers de la pornographie visuelle, tout simplement. C'est ça. Puis, je ne vais pas embarquer sur un sujet qu'il y a beaucoup de pornographie, ce qui fait que leur désir, étant donné que leurs fantasmes changent ou qu'ils sont un peu moins réels, après ça, ils ont plus de la difficulté justement à bénéficier et avoir un orgasme, par exemple, dans des vraies relations sexuelles qu'ils ont. Oui, tout à fait. Ouais. Si tu maintiens en fait l'attente que tu veux répéter ce qu'il y a dans la pornographie et que tu l'as pas, souvent ce qui n'est pas vraiment possible, effectivement, il y a des hommes qui ont de la misère à éjaculer ou des filles qui ont de la misère à éjaculer en fait sans pornographie. Comme j'ai une cliente en ce moment, la seule manière qu'elle est capable d'avoir un orgasme, c'est à travers la pornographie. Okay. Mais tu sais, elle n'en utilise pas de façon abusive, là. Elle l'utilise de temps en temps, mais avec un partenaire et par elle-même, elle n'est pas capable en fait d'avoir l'orgasme. Puis en pornographie, En écoutant de la porno, oui, c'est ça. Mais de la porno, c'est comme c'est comme prendre du speed sexuel. On te goroche et on te stimule le plus possible visuellement, par le scénario, par des gens qui fitent les critères sociaux de beauté. C'est des désirs boostés. Oui, c'est ça, audio. Fait que c'est certain que c'est irréaliste. Là. Le but, en fait, c'est de te faire venir le plus rapidement possible. C'est le but de la pornographie. Tandis qu'une relation sexuelle, c'est pas ça le but. Plus sur le temps. Ouais, puis si tu regardes aussi justement les publicités sur les sites, là, c'est justement c'est de la vitesse. Oui, oui. La grosseur, puis ça le dit assez. Oui, tout à fait. Ah, ben, tu peux y aller. Ben, dans le fond, moi, c'est vraiment sur les aspects de la santé mentale par rapport à la pornographie. Fait que je me demandais, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible d'avoir une addiction à la pornographie? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Moi, je pense que non. Non? Non, je pense que c'est beaucoup plus un jugement moral qu'on va avoir que réellement une addiction. Il y a des études de plus en plus qui démontrent que la pornographie vient altérer en fait le cerveau. Mais pour moi, même toute la notion de addiction, je suis mitigé par rapport à ça parce que en fait, ça l'enlève vraiment beaucoup le pouvoir de la personne. Donc, quand tu t'admets addict, tu es en train de dire que c'est plus un choix en fait d'aller voir de la pornographie ou prendre l'alcool ou la drogue, c'est que ça devient une obligation en fait. Certes, ça peut être difficile de refuser en fait la tentation, mais ça reste quand même un choix. Tandis que quand on parle d'addiction, là on rentre dans le discours de c'est plus tant de ma faute. Ça peut tomber là-dedans. Je ne dis pas nécessairement que ça peut être là-dedans, là. Mais c'est comme facile de dire ah ouais, je suis encore allé consulter de la pornographie parce que je suis addict. Versus j'ai fait le choix d'aller en consulter parce que je voulais pas tolérer l'inconfort que ça me faisait vivre de pas aller en consulter. C'est la manière de le voir. Oui, c'est la manière de, oui, c'est ça. C'est la manière de le voir. Fait effectivement, il peut avoir une difficulté à tolérer la tentation. Mais aussitôt que tu rentres le mot addict, des fois, ça peut déresponsabiliser certaines personnes. Puis ce que ça peut faire aussi, c'est que ça peut excuser des fois les comportements d'un partenaire qui choisit délibérément d'aller voir de la pornographie plutôt que d'investir dans la relation sexuelle. On pourrait dire que ça peut même empirer. Oui, mais ça donne quasiment, c'est comme une justification. C'était comme, ben c'est pas de ma faute, je suis addict. Ouais. Ouais, mais c'est quand même resté un choix, tu sais. Puis je comprends que ton choix peut être très difficile, là, tu sais. Tout comme la drogue, je veux dire, t'as des périodes où si tu t'en prends pas, tu sais, physiologiquement, t'as un problème.
mais tu as le choix de tolérer cet inconfort-là psychologique, physiologique, ou d'aller prendre puis de ne pas avoir ces symptômes-là. Quand tu parles d'addiction, des fois, c'est qu'on peut rapidement tomber dans ce pattern-là de ben, c'est plus de ma faute, je peux me déresponsabiliser, ou ben je déresponsabilise mon partenaire parce que c'est un problème. Oui, l'addiction, on parlerait plus de quel terme? Juste une difficulté à faire un choix qui va te bénéficier au long terme. En fait, c'est que tu choisis le court terme plutôt que le long terme. C'est un peu ça. Sans mettre de mots dessus, là, pour moi, c'est plus ça la difficulté que j'ai une addiction comme telle. Ok, c'est ça. Oui, ben, c'est sûr que mes questions portaient vraiment sur l'addiction à la pornographie. Mais continuons, il y a quand même des gens qui ont la perspective de l'addiction. Le fait de changer. Oui, c'est ça. Mais comme, tu sais, admettons, à partir de quel moment qu'on pourrait dire, OK, ben, tu sais, ça, c'est pathologique, mettons, une consommation vraiment pathologique de pornographie. La manière qu'on va le définir, ça va être beaucoup par rapport aux conséquences que ça va avoir dans l'entourage pour toi-même. Donc, par exemple, quelqu'un qui me dit « Moi, je suis pas bien avec ma consommation de pornographie, je trouve que j'en regarde trop. » Ou mon partenaire trouve que j'en regarde trop. Mais je vais regarder un peu la question « Mais qu'est-ce que tu considères être trop? » Tu sais, pourquoi est-ce que c'est trop? Puis souvent, la manière qu'on va le regarder, c'est par exemple quelqu'un qui va se masturber au travail, qui va arrêter de travailler parce qu'il faut qu'il se masturbe à la place. Quelqu'un qui va se désengager de sa vie sociale, familiale, relationnelle, où comme l'entourage commence à souffrir, puis que ça te dérange toi. Il faut que ça te dérange toi, il faut que ça dérange les autres. Mais c'est vraiment comme une maladie mentale, là, au moment que ça commence à affecter ta vie sociale, toi puis les autres, oui. C'est devenu une C'est maladie. souvent le critère de bien des choses, là, que quand ça commence à influencer toi et l'entourage, et que c'est souffrant pour l'entourage et toi-même, on considère que c'est souvent problématique, pathologique, dans ce sens-là. Mais le critère fixe, il n'y en a pas vraiment. Ouais. De ligner. Oui, c'est ça. Parce que moi, je pourrais considérer que si tu te masturbes 3 fois par jour, c'est pathologique, puis il y a quelqu'un d'autre qui va dire qu'une fois, c'est trop. C'est que tu devrais le faire quelques fois par semaine, mais certainement pas une fois par jour. Mais si j'avais 3 relations sexuelles avec une partenaire par jour, c'est pas problématique, ça. Mais si je me masturbe 3 fois, là, c'est problématique. Il y a comme un double discours que si c'est une relation sexuelle, ça passe, ça inclut quelqu'un d'autre, même si ça peut être insatisfaisant. Mais si j'ai du plaisir à le faire 3 fois par jour par moi-même, là si t'es célibataire, là, si t'es en couple, c'est pas la même chose. Il y a plein de critères, en fait, qui sont très subjectifs selon le thérapeute avec qui tu vas te retrouver. Fait que tu peux pas avoir, en fait, quelque chose de très objectif, en fait, par rapport à ça, parce que là, tu peux pas imposer ta façon de voir. Fait que c'est beaucoup par rapport au client. Mais il me semble qu'on voyait justement dans le cours de sexualité, là, ça se peut que quelqu'un, justement, qui va se masturber ou faire des actes par lui-même, justement, sans partenaire, ça va faire qu'il est habitué à un certain processus qui est tout le temps pareil. Puis après ça, ben justement, tu as de la difficulté à bénéficier d'autres actions, d'autres relations. Tout à fait. Je pourrais dire la même chose d'une relation sexuelle. Ouais. Mais une relation sexuelle, ça peut être pareil d'une fois à l'autre. La routine sexuelle, c'est quelque chose qui existe. On a une routine de masturbation, on a une routine de relation sexuelle. Oui, mais dans le sens parce que tu te connais vraiment bien à un certain point quand tu te masturbes, puis après ça, étant donné que tu sais exactement quoi faire, ben là, comme si l'autre c'est pas à la perfection justement, mais ça. Oui, tout à fait. Tu peux rigidifier ton mode d'excitation sexuelle. Dans le sens où tu es tellement habitué de te masturber physiologiquement d'une certaine façon, dans une certaine position, ça peut faire effectivement en sorte que l'autre ne peut pas répéter en fait ces choses-là. Tout à fait. Mais ça, c'est pas tant en lien avec la pornographie, c'est plus en lien avec la masturbation. Ouais, Plus que la porno, parce que je pourrais me masturber toujours de la même façon, mais utiliser plein de différents fantasmes. Je peux utiliser plein de différentes vidéos, mais c'est comment je vais me masturber. Ça peut arriver effectivement que tu crées une forme de fétiche, dans le sens où j'érotise seulement un type de scénario pornographique ou dans mon imaginaire. Mais ça, c'est pas la porno qui va nécessairement faire ça, c'est la personne qui peut faire ça autant dans ses fantasmes, qui peut faire ça autant avec la pornographie. Fait que c'est pas la porno comme telle qui est le problème. Puis, dans le fond, qu'est-ce que, selon vous, il pourrait être le déclencheur d'une consommation plus abusive? Il y en a qui considèrent que c'est le changement au niveau du cerveau, au niveau de la sérotonine, de la dopamine qui peut être déclenché. Des fois, les gens qui vont développer une dépendance, c'est souvent compensatoire à un autre type de souffrance. Donc souvent, en fait, ils ont des difficultés conjugales qui font en sorte qu'ils vont se diriger vers la pornographie pour répondre à un besoin quelconque.
Ça peut être juste un sentiment de vide. Il y a beaucoup de gens en fait qui se masturbent parce qu'ils se sentent seuls ou quand ils n'ont rien à faire. Quand ils s'emmerdent, mais c'est comme je vais me distraire par ça. Il y en a qui vont l'utiliser parce qu'ils sont juste anxieux, en fait, ils se sentent pas bien, puis ça libère en fait un peu l'anxiété. Fait que le moment donné, c'est que ça devient le mode de gestion émotionnelle. Pardon? Est-ce que ça libère l'endorphine? Je crois que oui. L'endorphine, généralement, ça provoque un certain sentiment d'euphorie puis de plaisir. La dopamine aussi. Il y a plusieurs neurotransmetteurs qui vont. Le corps qui relaxe. C'est l'ocytocine, je pense. Ok, qui calme le corps. Ouais. Ça c'est davantage. C'est davantage ressenti quand tu es en relation sexuelle, l'ocytocine, parce que c'est aussi l'hormone de l'attachement. Qui te fait comme attacher à une autre personne, fait que tu en as davantage qui est stimulé à ce moment-là. Mais probablement qu'effectivement, même dans la masturbation, il y a quand même un certain sentiment de bien-être, fait que l'ocytocine doit effectivement être provoqué à ce niveau-là aussi. Ah, ben, non, je suis Ben, correct. Mais, tu sais, dernière, c'est pas d'abord, grave. vu que l'addiction à la pornographie, c'est pas dans le DSM, c'est comme pas considéré comme une maladie en tant que telle. Ben, tu sais, les spécialistes sont pas sur c'est quoi une sexualité saine. Mais pour vous, c'est quoi une sexualité saine? Ben, en autant que peut-être du plaisir, puis que c'est consentant avec la personne qui est là quand tu es tout seul, tu consens tout seul. Mais si tu as du plaisir, puis si tu es avec quelqu'un d'autre qui a du plaisir, pour moi, c'est ça la base d'une sexualité saine. Par contre, souvent, ce que les gens réalisent pas, un peu comme je disais tantôt, c'est qu'on est beaucoup plus anxieux, puis on a beaucoup plus d'insécurité dans notre sexualité qu'on peut même se l'imaginer. Fait que souvent, les gens sont pas si bien que ça dans leur sexualité, mais ils font juste pas tant y porter attention parce qu'ils sont comme bourrés d'excitation à ce moment-là, fait qu'ils s'en préoccupent pas trop. Mais quand tu commences à questionner ce qui se passe dans la tête des gens, assez rapidement, tu réalises que le monde sont vraiment anxieux pendant qu'ils font l'amour. Juste le dialogue interne, la prochaine fois que vous avez une relation sexuelle, là, regardez à quoi vous pensez, là, puis jusqu'à quel point vous êtes vraiment en train de prendre plaisir versus vous êtes juste préoccupé comment l'autre est en train d'avoir du plaisir ou comment belle que vous êtes, si vos seins pensent qu'il y a un bourrelet qui paraît. C'est du dérangement mental. Oui, si vous êtes en train de retenir votre éjaculation, que vous êtes en train de peut-être perdre votre érection, ça dure-tu assez longtemps, est-ce que l'autre gémit assez? C'est beaucoup ça en fait qui se passe, que genre, ben moi je suis en train de faire un cunnilingus, puis genre je trippe à avoir un clitoris dans ma bouche en ce moment, ou je trippe à avoir un pénis dans ma bouche, ou genre, tu sais, souvent les gens sont beaucoup plus préoccupés par leur performance, puis se flatter l'ego sexuellement, que genre je suis vraiment en train de prendre du plaisir. Puis est-ce que ça se peut que ça soit différent en fonction de, mettons, ça fait combien de temps que je suis avec mon partenaire? Je te dirais que c'est beaucoup en fonction avec beaucoup plus ton estime personnelle, puis l'âge que tu vas avoir. Est-ce que vous pensez que ça peut être justement influencé inconsciemment par ce que la pornographie pourrait dégager, mais pas juste comme comme je sais pas comment dire, là. Les stars pornographiques, par exemple, ils sont comme pas parfaits, mais ouais. Ben, autant performance que physique, tu sais, comme il y a des standards un peu inculqués par la société, mais qui reflètent la pornographie, donc veux pas, ça peut être un aspect négatif qui justement te dicte à désirer, puis à désirer tous ces... Tout à fait, puis tu sais, la porno, c'est une source de performance sexuelle ou qui influence justement ça, mais tu sais, lis n'importe quel magazine, regarde n'importe quelle émission de télé là-dessus, regarde n'importe quel... lis le Cosmopolitan, là. Comment les meilleures positions sexuelles, tout est basé sur augmenter l'excitation sexuelle. On ne parle rarement en fait d'augmenter la sensualité, d'augmenter l'érotisme, d'augmenter le plaisir, on parle d'augmenter l'excitation sexuelle. Comment est-ce qu'on peut jouir plus rapidement? Comment est-ce qu'on peut jouir plus fortement? Les jouets sexuels, c'est un autre aspect qu'on va faire par rapport à ça. Fait, la société, de façon globale, les gens entre eux vont parler de performance sexuelle, ils ne parlent pas de plaisir. Puis si je vais peut-être clarifier ce que je veux dire par plaisir et excitation, c'est que ton excitation, c'est ta réaction physiologique à ton corps. Donc je suis capable d'avoir une érection, une lubrification, puis je suis capable d'avoir un orgasme. Plus mon orgasme est intense, plus mon orgasme est long, plus je parle d'excitation sexuelle. Mais subjectivement, psychologiquement, émotionnellement, relationnellement, est-ce que tu as eu du plaisir? Je peux être très excité et avoir eu aucun plaisir. Un homme qui éjacule rapidement, il est très excité sexuellement, tellement qu'il vient vite. Il n'y a pas nécessairement de plaisir.
Parce qu'il était stressé tout le long. Il doit avoir la satisfaction. Oui, tu peux avoir un orgasme et pas être satisfait. Il y a des femmes, tu sais, même si tu prends 5-10 minutes à avoir ton orgasme, si le 5-10 minutes qui était long, puis plat, puis hasardeux et difficile avant de te rendre à ton orgasme, c'était pas plaisant. Oui, tu as réussi à augmenter ton excitation, tu as réussi à avoir ton orgasme, mais l'orgasme, ça dure quoi, 10-20 secondes? Puis même là, je suis généreux quand je dis ça. Si ça a pris 15 minutes, genre, puis tu t'es emmerdé, t'as trouvé ça plate, t'avais hâte que ça finisse, ou t'avais hâte que genre ça arrive parce que t'étais impatiente, c'est pas du plaisir, ça. Mais je veux pas, dans cette orientation-là, la pornographie, ça serait un peu une nuisance, justement, pour comme mettre l'emphase sur le désir. Pas le désir, l'excitation. Ouais, ou comment on dit? Le plaisir, c'est le désir. Ouais. T'avais fini, toi? Ah, ben. T'avais-tu une bonne. Ben, Tant qu'à ça, sinon, on est c'est pas là-dedans. grave. Est-ce que vous pensez qu'il y a un type de personne qui pourrait être plus enclin à avoir des comportements abusifs envers la pornographie? Âge, sexe, orientation sexuelle? Au niveau de la démographie, pas tant, mais au niveau plus de la personnalité, plus, dans le sens où les gens typiquement plus anxieux, les gens qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, vont plus être aptes. Ou les gens qui ont juste beaucoup de difficultés dans leur vie, un peu comme je disais, c'est souvent compensatoire, la dépendance à un autre problème. Mais en fait, de démographie, on pourrait typiquement dire plus des hommes que des femmes. Là. C'est plus eux autres qui consultent. Là. Je n'ai jamais eu une femme moi, qui m'a consulté et qui m'a dit je suis addict à la porno. Okay. Il y en a, c'est plutôt rare. Mais au-delà de ça, je ne pourrais pas dire la tranche d'âge, je ne pourrais pas dire. Parce que moi, j'ai eu de tous les âges qui m'ont consulté pour ça. J'ai jamais vraiment fait de statistiques. Il y en a probablement, là, mais je ne pourrais pas moi te répondre là, clairement à cette question-là. Travaillez-vous avec des adolescents? Non, moi je travaille pas avec des ados. Un, parce qu'ils n'ont généralement pas l'argent de payer. C'est rare qu'un ado va dire à ses parents qu'ils veulent consulter un sexologue. Si un adolescent consulte, c'est souvent en fait en lien avec la loi. Fait qu'en fait, c'est pas vrai, j'ai déjà travaillé avec des ados. C'est souvent en fait des gens qui ont eu des comportements sexuels inappropriés, illégaux. Comme j'ai déjà eu un adolescent qui avait été pris en fait avec la pornographie juvénile. J'en ai un autre en fait, c'est qu'il volait en fait les sous-vêtements de ses voisins. Fait que c'est plus ce genre de clientèle-là que tu vas trouver. Il y en a certes qui vont poser des questions, mais vraiment de consulter en thérapie, c'est plutôt rare. C'est souvent plus un psychologue qu'on va aller consulter parce que c'est rarement la sexualité qui va en ressortir. Puis si c'est par rapport à la sexualité, c'est souvent par rapport à des problématiques plus légaux que... Genre, c'est mandaté par la loi qui consulte presque. Et comme vous disiez, là, la pornographie, dans le fond, comme il y a beaucoup de monde qui l'utilisent parce qu'ils sont stressés dans leur vie personnelle, puis pour comme pouvoir, je sais pas... déstresser. Ouais. Mais dans le fond, ça peut créer l'effet inverse. Après ça, je parle pour quand on le reflète dans des relations. Dans quel sens? Ben, dans le sens, c'est... D'avoir une relation sexuelle pour ça peut juste augmenter ton stress pour ta propre relation sexuelle puis les attentes envers toi-même, ta performance. Oui, tout à fait, oui, absolument. Mais mettons pour les jeunes, les ados qui, vous dites que vous n'avez pas vraiment travaillé sauf pour questions légales, est-ce que c'est parce que, mettons, un adolescent qui va voir ses parents, je pense que je suis gay, j'aimerais ça consulter, mais ses parents, ils vont comme, pas que c'est tabou, mais c'est comme pas mal vu, mais là, voyons donc, non. Ça serait le genre de clientèle que tu pourrais potentiellement effectivement retrouver, là, ceux qui se questionnent par rapport à l'orientation sexuelle, mais je te dirais, ceux qui consultent plus, c'est plus ceux qui se questionnent par rapport à leur genre, plus que l'orientation sexuelle. Ou ce que là, ils veulent peut-être prendre des hormones, des choses comme ça, ils l'ont annoncé à l'entourage. Ça, tu vas plus avoir des adolescents qui vont consulter pour ça. Les autres qu'on pourrait potentiellement avoir, en fait, c'est ceux qui ont été abusés sexuellement. Comme une adolescente ou un ado qui a été abusé. Mais souvent, c'est des situations qui vont arriver plus tard. Ces gens-là ne vont pas consulter en fait au privé, généralement ils vont consulter pour des organismes qui sont spécialisés là-dedans. En fait. Ouais. Donc à Marie-Vincent, c'est plus eux autres qui vont aller consulter. Là où il peut y avoir des sexologues, mais en privé, on va moins le trouver. Mais effectivement, tu pourrais retrouver peut-être certains adolescents qui pourraient consulter par rapport à l'orientation sexuelle. Mais c'est moi, en tout cas, je ne l'ai jamais eu. Peut-être qu'il y en avait plus dans le temps. Mais souvent, ils vont attendre à l'âge adulte de le faire souvent. Ou ils vont avoir comme d'autres ressources, comme à l'école. Ça se fait pas la pornographie, tu peux quand même te le dire. Si tu es excité par deux hommes qui sont ensemble, mais tu veux pas, tu te poses des questions, puis à un moment donné,
Ouais. Mais souvent, c'est qu'ils vont aller voir l'intervenant en fait, de l'école, Ok. qui peut être une sexologue ou un sexologue, ou pas. Là. Mais souvent, c'est ça, c'est qu'ils vont aller chercher des ressources qui sont gratuites. Fait que moi, je les vois pas dans mon bureau privé. Fait que souvent, ils vont peut-être aller au CLSC, ils vont peut-être aller, comme avec l'intervenante de la maison du coin, là, où c'est comme une maison d'activité pour jeunes adolescents, il y a souvent des intervenantes. C'est souvent là qu'ils vont aller consulter parce que c'est là qu'ils peuvent avoir les ressources. Fait que ça peut être un sexologue, mais ça ne sera pas en privé. Là. Fait que moi, j'ai pas vraiment accès à cette clientèle-là comme tel. Mais j'en doute pas qu'ils posent des questions. Une autre ressource, en fait, c'est tel jeune. Donc souvent, ils vont appeler, ils vont envoyer des questions par courriel, texto, etc. Mais c'est vraiment des suivis qu'ils vont avoir par rapport à ça. C'est beaucoup plus spontané. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme. Ils vont peut-être appeler quelques fois pour te questionner, mais vraiment faire comme une thérapie par rapport à l'orientation sexuelle, c'est plutôt normal. Plus en tant qu'adulte, on va faire. Ouais. Donc, moi, dans mon cas, c'est un peu l'impact de la pornographie sur le développement, dans le fond, des adolescents. Dans quel sens, dans le fond, comment eux autres ils reproduisent ça après, ou c'est quoi les impacts qu'ils ont quand ils commencent très tôt à consommer de la pornographie? Ça peut certainement en fait amener les jeunes adolescents à avoir une sexualité comme précoce avec leur partenaire. Ils veulent souvent répéter ce qu'ils ont vu en fait dans la pornographie, surtout ceux qui ont tendance à être plus jeunes. Genre comme 12-13 ans, ils ont vu ça, ils veulent faire ça avec leur blonde ou leur chum, des choses comme ça. Puis qui n'ont pas nécessairement peut-être le recul que quelqu'un plus âgé va avoir. Parce que souvent tu poses en fait la question aux adolescents plus vieux, puis ils vont tous te dire je sais clairement que c'est un film hollywoodien puis que c'est pas réel. Tout comme quand ils vont voir des films d'action ou genre de James Bond, ils savent très bien que ça n'existe pas. Là, okay? Puis ils vont dire je comprends très bien que la pornographie c'est pas réel. Mais ça les influence quand même. Ils ont quand même le désir d'avoir le gros pénis. Ils ont quand même le désir d'avoir la belle paire de seins, puis l'anus tout blanc, puis tout shavé, puis tout ce que tu voudras, que pour les filles. Là. Donc, c'est une forme d'éducation sexuelle. Donc, ça peut effectivement te montrer des choses de la sexualité qu'on a tendance à jamais parler, parce qu'on parle toujours avec des petits tableaux puis des petits dessins de qu'est-ce que ça a l'air d'une vulve. Mais dans la pornographie, tu peux voir ça a l'air de quoi une vulve, pour de vrai. Tu peux voir ce que ça a l'air réellement un pénis, pour de vrai. Parce que le professeur, dans le cours d'éducation, il ne va pas se déshabiller et te montrer ses organes génitaux, puis il ne demandera certainement pas aux étudiants de le faire non plus. Fait qu'il y a quand même une source d'éducation qui peut être, entre guillemets, positive, mais ça vient avec tout le revers de qu'est-ce qu'est la pornographie, fait que ça influence beaucoup les attentes que les gens vont avoir. Puis on dit, en fait, selon des recherches neurologiques, que ça a un impact sur les neurones, puis comment on sécrète certaines neurotransmetteurs. Fait qu'il y aurait potentiellement des difficultés par rapport à ça, puis ça peut influencer comment tu vas avoir des relations sexuelles par la suite. Mais clairement, quels sont ces impacts-là neurologiques, c'est encore très récent comme recherche. Ça va influencer tout au long, mettons, de ton évolution psychosexuelle, mettons? Comme n'importe quoi. Je veux dire, ta principale source d'éducation sexuelle, je te dirais, c'est tes parents. Malgré qu'on ne va pas nécessairement parler de sexualité avec nos parents, ils sont principalement la source d'éducation sensuelle et érotique qu'on va avoir. Comment tes parents vont toucher, comment tes parents vont parler ou pas parler de la sexualité, est-ce que c'est dans l'humour qu'on le fait, est-ce que c'est dans le jugement, les commentaires qui vont passer par rapport à d'autres couples, tout ça c'est de l'éducation sexuelle. Sans qu'ils t'assoient avec toi et qu'ils te disent « ben voici ce que je pense de la sexualité », à l'âge adulte... Comme on dit tantôt, parler sans parler. Exactement, exactement. Donc, malgré qu'il n'y a pas une éducation sexuelle officielle que les parents vont offrir à leurs enfants, il y a quand même une éducation sexuelle. Juste comment, en fait, tu gères le toucher, la nudité à la maison. Est-ce que tu sors de la douche avec une serviette puis tu es toute cachée puis tu veux pas que ton enfant te voie, ou tu sors complètement nu puis c'est pas vraiment problématique? Est-ce qu'il y a eu des touchers inappropriés? Est-ce qu'il y a eu des touchers affectifs? Est-ce qu'il y a eu des massages? Tout ça, en fait, c'est des formes d'éducation sexuelle. Les chicanes que tes parents vont avoir, c'est une autre forme d'éducation sexuelle relationnelle que tu vas avoir. Ça va être quoi la différence, mettons, en public, peu importe, ils vont se promener comme ça, puis ceux qui vont jamais en parler? Ben, généralement, le silence va généralement provoquer la pudeur et un malaise. Tu sais, des genres de... Où c'est que viennent les bébés, puis là, le parent dit « va voir papa » ou « va voir maman ». Ceux, par exemple, qui disent
moi je m'occupe de la sexualité de nos gars, toi tu t'occupes de la sexualité de nos filles. Ah, Okay. ça a permis de faire différents. Ben oui, tout à fait. Puis t'es vraiment en train de stéréotyper en fait l'éducation que t'es en train de donner. Toute la question par exemple de dire de pas laisser par exemple coucher ton adolescent coucher chez son chum ou sa blonde par exemple, ça c'est de l'éducation sexuelle. Ben tu peux pas faire ça avant 18 ans ou tu feras pas ça dans ma maison. Comme si on faisait juste l'amour le soir en se couchant. Là. Fait que tout ça va nécessairement influencer. Fait que quelqu'un qui est plus pudique ou une famille qui est plus pudique va avoir tendance à élever des enfants plus pudiques et malaisés. Tandis que quelqu'un qui va parler plus ouvertement, qui va être généralement confortable avec sa nudité, va apprendre à l'enfant à être plus confortable. Pas nécessairement, il y en a en fait. Oui, tout à fait. Il y en a qu'effectivement, ils s'exposent trop, puis ça rend effectivement les jeunes mal à l'aise. Le problème aussi, c'est que tu vas avoir l'éducation à la maison, puis tu vas avoir l'éducation à l'extérieur avec tes amis, puis à l'école, où ce que, tu sais, tout le monde se cache, puis là, toute ta famille est comme tout le temps tout nu. Il y a comme un clash où ce que là, ça crée un malaise parce qu'ailleurs, c'est pas ce qu'on fait. Fait qu'il y a comme ce sentiment-là que c'est pas normal. Moi, j'avais une cliente, un cas que j'avais déjà entendu, là, je me rappelle plus, que sa mère, en fait, se promenait régulièrement tout nu, s'assoyait en fait devant la télé en jaquette, puis on était comme à poil, là, puis on la voyait souvent, menstruée ou pas, on voyait comme la petite corde qui sort là, pour les tampons, tout ça, puis ça l'énervait en fait sa fille, là. C'était comme, ça la dérangeait vraiment profondément, puis sa mère était comme, ah, get over it, c'est pas grave, puis, mais elle, ça la rendait mal à l'aise, malgré que la mère, fait qu'il y avait peut-être effectivement un manquement au niveau du consentement, comme c'est beau que tu es à l'aise avec ton corps, mais comme... Ben c'est ça, il y a quand même d'autres mondes, il y a quand même la cohabitation, fait que c'est drôle parce que je parlais justement de ça avec ma conjointe hier, de c'est quoi notre niveau de nudité qu'on va avoir avec nos enfants, puis la différence que tu vas avoir entre si tu es un garçon ou tu es une fille, moi je suis un homme, je me sentirais plus mal à l'aise de me promener tout nu devant ma fille qui a 12-13 ans que mon garçon qui a 12-13 ans, c'est pas la même chose, mais va ailleurs dans d'autres pays, c'est même pas problématique, là. Je veux dire, tout le monde se baigne dans des bains chauds tout nus, hommes-femmes, c'est mix, ils s'en foutent, mais ici, il y a la culture aussi. Il y a la culture qui joue là-dedans aussi, fait que on parlait justement de ça, fait que c'est intéressant de voir comment ça peut influencer, mais même quelqu'un qui est très ouvert, très à l'aise, peut créer un malaise chez quelqu'un d'autre si tu respectes pas comment l'autre personne va se sentir par rapport à ça. Puis j'imagine aussi que si les parents sont super fermés puis ne veulent jamais en parler, il y a des jeunes qui doivent se tourner vers la pornographie justement pour s'éduquer. Oui, c'est souvent une source quand même assez importante d'éducation sexuelle à l'adolescence. Là. Puis souvent, en fait, même les parents qui en parlent, ils en parlent souvent avec un gros malaise. Il y a une vidéo qui est sortie dernièrement, je pense que c'est à l'émission Format familial. Les parents doivent expliquer ou demandent en fait à leurs enfants d'où viennent les bébés. Puis les enfants sont déjà un peu mal à l'aise par rapport à ça. Puis le malaise des parents, là, il est comme incroyable. Puis pour moi, je suis comme, mais pourquoi t'es si mal à l'aise d'expliquer d'où viennent les bébés? Genre, c'est un pénis qui rentre dans un vagin, puis comme c'est le fun, puis t'éjacules, puis il y a une petite graine qui va toucher une autre graine, puis ça fait un bébé. Mais les parents sont comme, ouais, mais il y a comme un gros malaise de parler de ça, tu sais. Puis les enfants, comme ils voient ça là, le malaise, fait que ça crée leur malaise par la suite, tu sais. Excusez-moi, juste en voyant la pornographie qui est justement comme irréelle, puis un peu comme qui en mettent là, dans tous les aspects, justement l'enfant qui voit ça en premier, ça peut être pire que genre le parent qui a commencé tranquillement, puis comme, tu sais, sans avoir trop de se préserver. Oui, ben il y a beaucoup de jeunes en fait qui tombent accidentellement sur la pornographie. Là, je sais pas comment tu tombes accidentellement sur la porno, là. Mais il y en a beaucoup en fait qui sont traumatisés en fait. Comme souvent ceux qui vont peut-être l'avoir la première fois en bas de 12 ans, souvent l'expérience qu'ils vont avoir c'est comme ok non, ça. Puis c'est souvent une réaction typiquement que tu vas retrouver chez les petites filles, ce genre de réaction-là. Mais souvent c'est l'impact que ça va avoir, tandis qu'il y en a d'autres ça va les exciter puis ils vont bien triper. Mais la première réaction souvent c'est comme d'être très surpris, même traumatisé par la chose comme telle. Surtout si jamais personne t'en a parlé. Ben oui, c'est ça, c'est comme, ok, c'est ça. Ouais. J'avais vu les statistiques là, depuis 60-80 ans. Dans le temps, ils disaient que c'était plus vers 16-17 ans que les gens avaient leur premier désir sexuel. Là, maintenant, c'était plus comme 12 ans. Leur premier désir sexuel? Oui. Ah, mais ça, par exemple, je suis tellement pas d'accord. Je trouve que c'est quelque chose de dire genre. Les jeunes de nos jours, leur première expérience, Pas expérience, désir, dans le sens où genre,
ah, tu sais. Mais Ça cette me mentalité, surprend vraiment beaucoup. mais ça doit être avec la mentalité d'aujourd'hui aussi, là. Tu sais, comme c'est Avec vraiment les plus tabou dans le cultures temps, fait que tu européennes. pensais même pas à ça, peut-être. Ouais, peut-être, mais honnêtement, 17 ans, c'est vraiment tard, là. Je veux dire, la puberté, Il y a les combien de hormones temps? rentrent. Genre 1920, 1930, dans ce cas-là. Ah, ouais. Honnêtement, ça me surprend qu'on ait même fait des études. C'est ça. Dans ces années-là. Le 17 ans ou le 12 ans qui est plus surprenant? Mais moi, je te dirais que la majorité des gens commencent à avoir du désir sexuel, ils en ont 6-7. Ok, ouais. À l'âge de 6-7 ans, tu commences déjà à avoir de la lubrification. Il y en a beaucoup qui commencent Ouais, à mais se c'est masturber, se toucher, avoir des érections. On avait vu ça dans Mais le cours c'est de sexualité, là. J'aurais pensé première expérience sexuelle, mais désir, moi, ça me surprend. Ben, vraiment. désir, c'est peut-être, tu sais, parce que, mettons, pour quelqu'un de 6-8 ans, tu peux avoir un orgasme, entre guillemets, genre, ou pas nécessairement dirigé envers Quelqu'un d'autre, chose, ouais, tout à fait. Peut-être que le 12 ans, ça amenait plus, justement, de diriger envers quelqu'un ou quelque chose. Peut-être. Je voudrais vraiment voir c'était quoi les critères, parce que je te dirais même la définition de désir, elle est encore très superflue pour bien. Mais c'est sûr que cette affaire-là, ça a un peu rapport avec l'ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Ouais. C'est comme que, La justement, religion. tu y pensais même pas, ouais, à cause que la religion te le permettait pas d'avoir cette. C'est comme, tu te restreignais toi-même à cause des normes de la société. Mais même avant ces années-là, je veux dire, on attachait en fait les bras de certains adolescents pour pas qu'ils se masturbent pendant la nuit ou qu'ils éjaculent, ou on mettait des bobettes genre anti-masturbateurs pour les Ah, filles. ouais. Fait que comme. Je trouve ça drôle en fait le résultat de dire qu'il n'y a pas de désir. Là. Je veux dire, Ça devait pas être ça devait être un mot plaisir, là, le terme. Ouais. Mais les éjaculations nocturnes sont assez fréquentes à l'âge de 12-13 ans. Là. Fait que comme, Pour moi, ça devait être désir sexuel envers une personne. peut-être. Peut-être l'intérêt de s'investir dans une relation amoureuse, quelque chose du genre, là, mais de là à fantasmer, imaginer quelqu'un tout nu, avoir un intérêt. Ben, tu vois, moi j'ai un ami, puis il a un petit frère, je sais plus à quel âge, mais ça devait être 10, 11 ans, puis il avait ils ont tombé sur son historique YouTube par hasard, tu sais. Ouais. C'était homme tout nu, ben, personne tout nu. Ouais, c'est ça. que vraiment. Ah ouais. C'est souvent vers cet âge-là que ça commence à taper des choses sur Google. Là. Tout à fait. Puis justement, en continuant avec ça, est-ce qu'on peut dire que la pornographie pourrait être, mettons qu'on fait des prédictions pour le futur, est-ce qu'on pourrait dire que de plus en plus ça va devenir comme le repère sexuel du monde? Parce que avant, c'était pas vraiment, c'était moins présent, je pense bien. Fait que le monde peut-être se fiait moins à ça pour créer leur univers sexuel. Est-ce qu'on pourrait dire que ça va être vraiment la pornographie dans le futur Parce que on en regarde. qui va monter, qui va créer l'univers sexuel de la société entre guillemets? Je pourrais pas vraiment répondre. On pourrait quasiment peut-être déjà répondre que c'est déjà le cas. Ben, ça monte, c'est ça. Mais tu sais, la pornographie, c'est juste le fantasme de quelqu'un d'autre. Là. On trouve pas de la pornographie dans les arbres. Là. Comme il y a quelqu'un qui a décidé de faire un film, il y a des gens qui ont décidé de faire les acteurs, il y a des gens qui ont décidé de financer ça, il y a des gens qui ont décidé de diriger, de filmer. Fait que ça vient de nous autres, la pornographie. Là. Mais c'est un imaginaire. Ça date pas vraiment. Oui, c'est un imaginaire. C'est quelqu'un qui a créé quelque chose. Oui, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose, qui avait ça dans la tête, puis qui en a fait un scénario. Bon, l'originalité, des fois, est un peu en lacune, là, mais ça reste que c'est juste quelqu'un qui. Puis au finish, c'est toi qui gères comment tu l'appliques sur ta propre vie après ça. Là. Comme Oui. ça peut être comme n'importe quel film que tu regardes, j'imagine, des science-fiction ou comme, qui est pas réel. Après ça, comme T'en fais ce ça que t'a tu fait, veux. ouais, c'est ça. C'est ta Exactement. propre utilisation. Mais moi, mes questions étaient un petit peu plus axées justement sur l'aspect féministe de la chose. Là. Donc, c'est pas comme une opinion que j'aimais. Ok, fait que dans le fond, c'est comme quel effet positif, négatif vous pensez que la pornographie a sur le rôle sexuel projeté de la femme? Je te dirais que de façon assez globale en ce moment, c'est pas une très bonne image. Ça a quand même des tangentes subtilement et pas tant subtiles de violence envers la femme. Donc, des fois, ça peut être plus par la manipulation. Toute la notion, en fait, du consentement, parfois qu'on peut voir dans les films, n'est pas tout à fait là. Malgré que l'actrice joue là, le rôle de non-consentant, mais tu sais, toute l'hésitation là, de la pornographie amateur qu'elle appelle, là, que c'est comme la première fois qu'elle fait un film, là, que justement, tu sais, elle veut pas tant, mais elle se fait comme manipuler à finalement le faire parce qu'il y a comme de l'argent en arrière. Fait que ça crée justement ce discours-là de, tu sais, un non, ça veut pas vraiment dire non.
Fait que ça, il y a comme quelque chose à contrer par rapport à ça. On objectifie aussi beaucoup. C'est très visuel, les scénarios sont pas nécessairement très développés. Les positions qu'ils peuvent avoir, effectivement. Puis là, on peut rentrer dans du rough sex, parce que on étire des fois l'anus, on étire le vagin. Des fois, c'est comme il y a toute une catégorie de pornographie où ça s'appelle cream pie, où genre on veut que le sperme coule à l'extérieur du vagin après qu'il ait éjaculé dans le visage. Moi, j'ai rarement entendu une fille qui disait moi j'aime tellement ça me faire venir d'en face. C'est comme soit qu'ils sont comme vraiment calmes parce qu'ils sont vraiment habitués puis ils se ferment les yeux, ou genre ils ont vraiment peur de le recevoir dans les yeux puis ils sont comme de même là. Faut comme dans la pornographie, c'est comme si la femme aimait ça. Oui, c'est ça, oui. Puis des fois, c'est ça, elle agit là, comme je veux tellement faire venir d'en face, mais j'ai jamais entendu une fille me dire hey, moi, là, j'aime vraiment ça. Puis là, il y a toute la notion de devoir avaler, pas avaler, etc., qui rentre en ligne de compte. Puis il y a des femmes aussi qui aiment ça avaler, là, mais tu faire venir d'en face, c'est plutôt rare. Fait qu'il y a ça, en fait, qui se crée. Puis il y a plusieurs scénarios où effectivement l'homme est comme avantagé dans le scénario. Un genre de rôle de pouvoir, peut-être? Souvent, ouais. Je te dirais que la tendance peut avoir commencé à changer. Puis ça dépend aussi beaucoup de la pornographie que tu vas change regarder. tranquillement. Ça change tranquillement, puis tout dépendant de ce que tu tapes, tu vas avoir de la pornographie différente. Il y a des sites que c'est beaucoup plus égalitaire, il y a des sites pornographiques où c'est la pornographie féministe, elles se disent féministes. Ils tentent justement, par exemple, de porter des condoms. C'est plus justement, on n'a pas de poils puis on a l'anus blanchi. C'est comme des vraies femmes avec du poil qui n'ont pas d'anus blanchi. Fait qu'il y a comme quelque chose qui commence à sortir de plus en plus. Puis je pense que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de manifestations par rapport à ça. Puis je pense que la pornographie aussi, elle évolue selon les temps, puis on s'en va aussi vers une pornographie plus, je veux pas dire normale, mais toute la pornographie amateur a pris beaucoup en fait d'ampleur. Ou est-ce que c'est des gens qui ont de l'air comme monsieur, madame, tout le monde, qui font de la pornographie, t'sais. Fait que c'est ça que les gens qui sont intéressés de plus en plus. Puis souvent les gens, tout le gros fake, les gros ongles, le gros maquillage, tout ça, souvent les gens sont comme ah non, ça me touche pas, cette porn star-là, ça m'intéresse pas. C'est clair. Puis j'imagine qu'il y a aussi mais tu peux, malgré tout, on peut pas comme effacer l'histoire de comme, par rapport à cette inégalité-là, justement, la femme. Oui, c'est encore là. Fait que c'est ça. Tout à fait, oui. Et puis, est-ce que vous pensez, ça c'est comme un peu à l'égard de la relation sexuelle spécifique, mais est-ce que vous pensez que justement ce rôle-là, la femme a peut-être plus dans la sexualité et projetée après ça dans la société, est-ce que vous pensez que ça influence je sais pas, la perception justement du rôle de la femme dans la société? Ça dévie un peu la sexualité, là, mais... Moi, j'ai plus l'impression que la pornographie, c'est juste un reflet de notre société, plus que notre société se reflète de la pornographie. Les inégalités sexuelles entre les hommes et les femmes, c'est pas la pornographie qui l'a inventé. C'est là depuis des millénaires. La pornographie ne fait que perpétuer et renforcer ça. Je pense qu'il le renforce, puis ça devient un peu comme l'éducation sexuelle. Comme un cercle vicieux aussi. Oui, c'est ça. Ça vient juste pallier à ça, puis tous les magazines, tous les médias viennent à entrer là-dedans, puis les discours que les gens vont avoir entre eux autres. Mais la pornographie, c'est pas eux qui ont suscité ça, c'est pas la cause. Ils ne font que perpétuer ce qui est déjà là. Ouais. Ok, cool. Est-ce que vous pensez sinon que la pornographie pourrait faire partie justement pas des causes, mais des promoteurs d'hypersexualisation des jeunes filles? Par le fait que, mettons, des femmes qui sont complètement nues devant la caméra, puis qui ont des relations sexuelles, mais c'est comme si c'est une désensibilisation de la nudité. Mais je te dirais de façon globale, notre société n'est pas plus ou moins hyper sexualisée que ce qu'elle l'était avant. Je pense qu'on va montrer davantage de sexualité, mais si tu regardes les tendances au niveau des comportements, ça ne change pas tant que ça. Okay. Parce qu'il y avait quand même dans le temps, mettons, tu sais, comme on voit on voit de plus en plus de petites filles qui vont mettre des petits chandails courts puis s'habiller de plus en plus comme pas dénudées, mais comme c'était une tendance justement ces temps-ci. Oui, mais je te dirais que c'est pas nécessairement la norme. Il va y avoir des filles qui vont s'habiller de cette façon-là. On va l'accepter aussi de plus en plus.
Il y a tout un discours aussi que une fille, ça peut s'habiller comme ça veut aussi. Ouais. On voit ça de plus en plus dans les écoles secondaires. La liberté d'expression, oui, la liberté d'expression, mais aussi comment il y a un double standard que les filles n'ont pas le droit de s'habiller de même, mais les gars, oui. C'est comme une fille qui a un chandail à bretelles spaghetti, là, mon Dieu, ça va distraire tous les hommes, tous les garçons adolescents de la classe, mais quelqu'un qui est comme en punchess, mais avec une camisole, merci, une camisole, ça change absolument rien. Puis on va habiller la fille qui est comme semi-dénudée, mais on va jamais faire ça avec un gars. Là. Jamais on a entendu dans les médias. Jérôme, il s'est fait mettre un chandail de l'école parce qu'il portait une camisole. Là. Jamais t'as entendu ça nulle part dans les médias. C'est vrai. Malgré que le règlement peut être là, il ne sera pas appliqué aux hommes. Fait que, si tu es à l'aise avec ton corps puis tu veux montrer une partie de ton nombril, comme vas-y, là, comme oui, ça peut être sexualisé, oui, comme ça peut ne pas l'être non plus. T'sais. Puis je veux dire, il y a comme un double standard où les filles, on s'entend que vous êtes en bobette là, quand vous allez sur la plage. C'est littéralement des bobettes que vous mettez. Mais tu couvres les parties génitales. Oui, c'est ça, mais ça ressemble à des bobettes. Là. C'est pas moins en fait que certaines bobettes des fois. Là. Puis ça, on n'en a pas de problème avec ça. T'sais. Oui, il y a un contexte différent, mais on pourrait dire aussi que c'est juste une liberté de s'habiller comme qu'on veut, puis c'est pas nécessairement toujours sexualisé. Des fois, c'est le but de sexualiser, mais tu sais, un ado qui veut sexualiser, c'est un peu normal. Elle est sexualisée. C'est vrai. Puis, dans le fond, tantôt on avait parlé comme que la pornographie pouvait... Est-ce qu'il y a un certain genre de problème justement que vous pouvez conseiller la pornographie pour le régler? Tantôt, on en a un. Ouais, un peu comme je disais, là, c'était plus par rapport à quelqu'un, par exemple, qui est juste mal à l'aise avec la sexualité. Je peux lui proposer de regarder certaines choses pour se familiariser avec un peu la sexualité, mais c'est rare que ça traite une dysfonction sexuelle. C'est plus quelqu'un qui aurait un malaise avec la sexualité. On vient de parler des filles, comment ça vient. Est-ce qu'on peut dire que les attentes physiques sont beaucoup plus dirigées vers les filles? Ça crée des attentes physiques plus dirigées vers les filles. Ça a longtemps été, ce n'est plus tant seulement vers les filles. Je veux dire, les gars, on s'attend à ce que ça soit plus musclé, on s'attend à ce que ça soit grand, on s'attend à des abdominaux, comme le culte du corps, d'être peigné. T'sais. Avant, tu recules dans le temps, puis les hommes, je ne sais même pas s'ils se peignaient. Tandis qu'aujourd'hui, comme les hommes se regardent autant, si pas plus des fois dans le miroir que certaines femmes. On ne se maquille pas, mais il faut se raser, faut entretenir une barbe si on en a une, faut se coiffer aussi. Certains, on a moins de cheveux, fait que c'est plus simple. Moi, j'en ai pas, fait comme c'est vraiment simple de me coiffer le matin. Là. Mais les gars aussi choisissent ce qu'ils mettent le matin avant de partir. Là, mais dans le fond, la pornographie crée ce genre de nature dénaturée-là, dans le sens que comme comme on espère ou comme on aspire à atteindre un certain prototype de beauté qui est, comme on disait, la pornographie, c'est comme un promoteur, là, dans le sens que, juste par rapport à, comme on parlait là, de la muscle poly ou mettons, des parties génitales complètement rasées, on s'entend qu'après ça, qu'on voit, mettons, pour la pornographie, j'avais vu que les parties génitales sont complètement rasées, c'est pour avoir des meilleurs angles puis mieux voir directement les parties génitales. Oui. Mais ou après, avoir un plus gros pénis. Oui, exact. Sauf qu'après ça, dans la société, mettons, pour les filles qui font ça, ça va être rendu comme une question plus d'hygiène puis de propreté. Oui. Donc, c'est comme un peu comme, mais alors que dans tu sais, comme fax pour fax, genre, les poils seraient là pour une raison. Fait que ça serait un peu contradictoire de dire c'est mal propre ou c'est une question d'hygiène. Mais c'est devenu effectivement le discours de plusieurs personnes que le poil c'est sale. Oui, c'est ça. La pornographie, comme pas déclenchée, mais c'est un peu dans oui, elle a commencé certainement une tendance. Le fait de se raser vient beaucoup de effectivement avoir un angle ou du moins une vision de la vulve plus claire. Qui a créé en fait que c'est devenu un peu une norme, et là c'est comme les gens ne disent pas genre le meilleur angle de mon vagin, là. Mais c'est devenu genre c'est sale, c'est devenu je le fais parce que les gars veulent ça, c'est plus beau esthétiquement. Puis même des fois quand tu poses la question aux gens, tout le monde va dire que leur raison à eux
c'est comme un choix personnel qui sont comme plus confortables, mais ils vont dire que toutes les autres le font pour la beauté, le font pour toutes des raisons externes à eux autres, mais toutes les femmes que tu questionnes vont toujours dire mais je le fais pour moi, puis ça me alors que dérange c'est pas. une influence inconsciente. Oui, mais ils ont l'impression que tout le monde le fait à cause de la société externe, tu sais. Ouais, comme si toi t'étais immunisé. Oui, c'est ça. Les gens se pensent souvent immunisés, mais pas les autres. C'est souvent le discours qu'on va avoir par rapport à ça, mais tu vois, il y a comme un trend qui revient de genre, faut qu'il y ait du poil. Même dans la pornographie, tu commences à avoir de plus en plus de poils. C'est comme j'imagine aussi une tendance, un peu comme, ben je sais Oui. pas si c'est comme C'est la la mode, mode. mais ouais, une mode. Oui, oui, tout à fait, c'est une mode. Là. Parce que dans le temps, c'est comme ils laissaient tout, ben je pense. Là. Non, oui, non, ça se rasait pas. Là. Tu regardes la pornographie des années 80, là, puis c'est comme une forêt de poils. Là, Puis même, tu sais, les hommes, avant, c'était gros shaggy, maintenant, ah oui, c'est non, il faut se raser. plus Oui, rien, oui. là, les jambes aussi. Puis, si tu regardes, en fait, souvent la communauté gay-homme ont souvent tendance à partir ce genre de trend-là. Eux ont commencé à beaucoup se raser, puis là, tranquillement, les hétérosexuels ont commencé à se raser aussi. Fait que si tu regardes, en fait, un peu la communauté gay, genre dans une couple d'années, la communauté hétérosexuelle va aussi faire la même chose. Ouais. Puis j'avais lu quelque chose par rapport au fait que, mettons, dans la pornographie, souvent la femme il y a comme un besoin d'avoir une certaine aisance puis de bien connaître son corps pour pouvoir jouir justement, mais la jouissance est comme pour exciter l'homme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme dans le fond, l'emphase est mise sur la jouissance, mais pour exciter l'autre et non pas comme la jouissance de son plaisir personnel. Oui, tout à Donc, fait. que ça. Justement, après ça l'aide pas pour pouvoir avoir du plaisir soi-même dans la vie si tu focuses sur une excitation. Ben, pas une excitation, là, mais comme avoir l'air excité justement pour l'autre. Pour l'autre. Oui, tout à fait. Puis c'est souvent un peu pour flatter l'ego de leur partenaire parce qu'ils savent qu'ils vont se sentir mal s'ils jouissent pas assez. Fait que comme ils compensent de cette façon-là, mais c'est pas vraiment pour leur propre plaisir. Tout comme un peu je disais tantôt, les hommes par exemple vont performer sexuellement, pas pour eux autres puis leur propre plaisir, mais pour qu'ils se sentent compétents sexuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire Ça, c'est pour, les attentes à la performance. Là. Oui, Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux faire pour. Sortir de ça. Ouais. Mais c'est juste de regarder c'est quoi ton dialogue quand tu es dans l'amour. Puis c'est plutôt que de vouloir faire plaisir à l'autre, puis d'avoir comme la valorisation que tu te sens compétent sexuellement, c'est partir avec le prémisse que tu es déjà compétent sexuellement, puis que tu n'as rien à prouver en fait à l'autre, puis que plutôt que de donner du plaisir à l'autre, en fait, tu ne ferais que prendre du plaisir en fait. Il faut vraiment se centrer sur soi-même. Oui, en fait, c'est un peu oui. égoïste. Oui, c'est souvent ce que je m'entends. Mais en fait, c'est pas. C'est plus égoïste en fait de vouloir exciter l'autre pour toi-même. Parce que les gens. C'est juste faire se sentir mieux parce que t'es. Oui, les gens agissent altruistement, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est parce que moi, je veux me sentir bien par rapport à comme partenaire sexuel. Ça, c'est égoïste. Mais prendre plaisir et te laisser me donner du plaisir, ça, c'est le partage en fait. Donc, si en fait, je me déresponsabilise de te donner du plaisir, que je me responsabilise par rapport à mon plaisir, que je te laisse toi en fait gérer ton plaisir à toi, je peux m'alimenter de ton plaisir, mais je me donne pas les crédits de ton plaisir. Puis tu peux bien prendre le crédit, mais c'est moi qui me donne plaisir. Si tu n'es pas apte à recevoir du plaisir sexuel, tu as bien beau avoir les meilleures techniques, ça ne fonctionnera pas. Fait que si par exemple, je sais pas, il y a une journée, je suis vraiment dedans, j'ai un désir d'une relation sexuelle, je prends plaisir, tout ce que mon partenaire va faire va probablement m'exciter si tu as relativement une base de comment stimuler quelqu'un. Okay? Mais si je suis stressé par la job, je me sens pas bien, je me sens pas sexy, l'autre qui a bien beau être super bon, là, je suis pas apte à recevoir le plaisir, ça va rien faire. Fait que déjà là que tu t'attribues le plaisir de l'autre, c'est déjà un peu fictif, parce que c'est l'autre en fait qui se le procure, puis c'est l'autre qui te permet en fait de recevoir la stimulation. Puis quand tu enlèves le fait que tu es responsable du plaisir de l'autre, mais tu n'es plus en train de capoter et d'être insécure, c'est même plus ta tâche, c'est la tienne. Moi, je vais juste me préoccuper du mien. Puis le fait que je prends plaisir, que tu prends plaisir, ben, je trouve ça excitant de devoir prendre plaisir. Moi, je m'excite, puis je peux accepter le plaisir et les stimulations que tu me donnes. Fait que c'est davantage plaisant. J'ai pas le stress de venir trop vite, passer vite tantôt, ou être assez rigide ou être assez lubrifié. Puis ça fait en sorte que là, les deux peuvent vraiment partager quelque chose versus juste être stressé et excité puis faire comment se donner un high five à la fin puis hey, on a réussi, tu sais, on est tous les deux compétents, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment comme une centration sur soi-même des deux puis un abandon, genre tu penses à rien d'autre que ça, puis ce genre de travail d'équipe au final là, ça donne quelque chose justement
belle plus que si tu focus justement sur ta personne. Mais c'est pas de tomber sur, ben je me fous de toi, puis je vais juste comme... C'est vraiment comme ensemble. Oui, c'est ça. Je vais faire quelque chose qui me fait plaisir, puis si je vois que ça te fait plaisir, je vais continuer. Si je vois que c'est déplaisant, ben, je vais faire autre chose. Mais je vais pas... Mon prémisse n'est pas de te faire plaisir, c'est de me faire plaisir en premier. Puis le fait que je prends plaisir, ça reste d'être davantage plaisant pour toi que quelqu'un qui est comme insécure, puis qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, puis tu le sens ça chez ton partenaire. Mm-hmm.